Je remercie donc Christian Folliot, que je vous présente, d'avoir accepté de donner cette conférence en visioconférence qui effectivement est beaucoup plus difficile qu'en présentiel. Mais voilà, on va faire avec. Donc merci beaucoup d'accepter cette solution. Alors bon, Christian Folliot est un économiste et municipaliste. Je pense qu'il vous expliquera mieux que moi ce qu'il met sous ces termes-là. En fait, son parcours est original puisqu'il est formé en sciences de l'éducation et qu'il a débuté comme conseiller pédagogique pour l'enseignement primaire. Ensuite, il est devenu spécialiste d'alphabétisation dans les pays du Sud, en particulier en Haïti et au Burkina Faso. Et puis c'est alors qu'il a rejoint une grosse association internationale qui appuie les secteurs privés et publics dans leur réforme institutionnelle. Et il en a été le directeur. Il a ensuite été recruté par la Banque mondiale pour les secteurs agricoles et ruraux. Et c'est comme ça qu'il est devenu en fait senior économiste, principalement pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Après, plus tard, il devient consultant pour de grandes institutions internationales comme l'UNESCO, l'Union européenne, etc. Christian Folliot est en fait un spécialiste. Il n'aime pas le terme d'expert, donc il préfère dire qu'il est un spécialiste en économie des pays en développement. En fait, ce qui l'a amené à remplir de nombreuses missions au Mali, en Côte d'Ivoire, en Haïti. Mais c'est aussi un militant actif pour la défense des droits des êtres humains. En fait, il défend les systèmes démocratiques qui sont fondés sur une économie sociale et solidaire et qui protègent l'environnement. Il termine actuellement la rédaction d'un ouvrage sur le thème « Comment refonder l'économie et reconstruire la démocratie ». Tout un programme qui, j'espère, livre qui sortira bientôt. En fait, l'exposé de M. Folliot va être un peu différent de ce que nous avons d'habitude, puisqu'en fait, sa présentation va être sans support iconographique, parce que son souhait est aussi de susciter beaucoup de questions auxquelles il aimera, je suis sûre, vous répondre. Christian, je vais vous donner la parole pour cette conférence et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de faire cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, effectivement, bon, je crois que la présentation de ce que je suis correspond effectivement largement à mon itinéraire professionnel, comme on dit, et à ma vie essentiellement dans les pays du Sud, mais aussi dans les grandes organisations internationales, avec toute la gymnastique intellectuelle que ça a pu demander aux différentes périodes de mon existence. Bon, je vais aller rapidement parce que effectivement, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir des questions à la fin, et commencer par le fait que, par rapport à ce qui a été demandé par les Nations Unies sur cette fameuse année spéciale, remarquez que les organisations internationales, les gouvernements et les médias nous abreuvent de formules générales motivées en permanence par un désir de consensus qui masque souvent bien des questions et bien des problèmes. La réalité, la vie quotidienne des êtres humains, confrontés à une multitude de non-dits, génère finalement des frustrations de plus en plus importantes qui à leur tour font émerger des réactions de plus en plus violentes dont on peut douter qu'elles soient facteurs de développement, durables ou non durables. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair, d'essayer de clarifier d'abord de quoi parle-t-on, que signifie développement durable, puis un peu regarder qu'est-ce que l'économie, parce que c'est un vaste sujet, et enfin quelles sont les hypothèses ouvertes ou non par ce que certains appellent l'économie créative. Et puis terminer par une revue un peu, disons, des perspectives des propositions onusiennes et qu'est-ce que ça peut entraîner ou pas. On va commencer par le développement durable, puisque cela semble être l'objectif affirmé par les Nations Unies. Kenneth Boulding, qui était un économiste et philosophe anglo-américain, disait déjà dans les années 1950, c'est pas d'aujourd'hui, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Formule qui me semble toujours d'actualité, moi j'y ajouterais peut-être ou un politicien. Le concept de développement durable est lui-même constitué de deux concepts, celui de développement et celui de durabilité. Pour ce qui concerne le développement, bon, le concept est relativement clair et surtout il est perçu à peu près de la même façon par la totalité des populations.
il viendrait à personne l'idée de penser qu'un développement puisse être un retour en arrière ou une aggravation de la situation planétaire, une dégradation des conditions de vie des êtres humains. Nous savons tous que les populations obligées de quitter leur terre pour migrer en raison de la dégradation de leur environnement naturel ou économique ne sont pas dans une dynamique de développement et que des personnes qui travaillent plus pour obtenir moins de revenus et de services sont hors du champ de développement, que des populations qui voient disparaître leurs services essentiels sont des oubliés du développement. Nous savons tous cela, mais il est utile de le rappeler tant ce terme martelé par les médias finit par nous faire croire qu'il n'y a pas d'oubliés du développement. Il est important de se poser la question, quand l'ONU souhaite promouvoir un développement durable, de quelle population parle-t-elle? Des êtres humains de toute la planète, de ceux des pays déjà développés, des populations les plus démunies? Un minimum d'éthique pousserait d'abord à prendre en compte le sort des plus démunis pour qu'ils puissent accéder au moins à une vie dans la dignité. Quand nous aborderons les objectifs d'une potentielle économie créative, il nous faudra garder en mémoire que le développement global ne peut se priver d'une approche éthique qui implique de répondre en priorité aux problèmes des plus démunis. De poser très clairement qu'un être humain égale un être humain, chacun avec ses différences, et que les inégalités criantes, voire les situations de ségrégation, doivent être éradiquées maintenant, au plus vite. Pour ce qui concerne la seconde partie sur le développement durable, la durabilité a été définie par l'Organisation des Nations Unies depuis 1987 avec le rapport Brundtland. Elle vise d'abord à ne pas remettre en cause la viabilité des générations futures, c'est-à-dire simplement à ne pas dégrader les ressources naturelles de notre unique planète afin que les descendants des êtres humains actuels puissent s'épanouir dans un milieu naturel favorable à la vie humaine. Permettez-moi quand même de rappeler que la vie humaine n'est pas un élément à part, mais est conditionnée par celle de tous les êtres vivants. Donc, la formulation des Nations Unies, sans le dire, et c'est dommage, sous-entend un environnement qui conserve la totalité de la biodiversité. La dégradation accélérée de cette biodiversité durant les 50 dernières années montre déjà à quel point prétendre aujourd'hui à une durabilité de l'existant est souvent difficile. Le dernier épisode de la Covid nous rappelle brutalement que déforestation et urbanisation galopante non seulement détruisent notre biodiversité, mais risquent de faire émerger de nouvelles espèces vivantes qui ne seront pas nécessairement très favorables à la survie des êtres humains. La durabilité du développement et la protection du milieu naturel, incluant la biodiversité, ne sont pas seulement étroitement imbriquées, elles sont totalement indissociables. Toute diminution de la biodiversité ampute quelque part une potentielle garantie de durabilité, et pour les êtres humains, une réduction du champ des possibles dans le futur. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder un peu qu'est-ce qu'il en est sur le terrain, dans la vie quotidienne des populations. Par exemple, quand on a de la meilleure rentabilité immédiate, un pays d'Afrique de l'Ouest remplace la culture du coton et ses cultures associées par des anacardiers en monoculture, non seulement il se prive de l'appui à la sécurité alimentaire que représentaient les cultures en rotation avec le coton, que sont le plus souvent le maïs et le riz pluvial, mais ce pays fait aussi disparaître le savoir-faire des paysans capables de gérer une exploitation agricole avec diversification des cultures. Il fait donc aussi disparaître des pratiques, une culture, mais pas seulement au sens de production agricole, une culture générale, c'est-à-dire une perte de connaissances, de savoir, de perception et de mode de gestion du monde, accumulés et construits à travers des décennies, voire des siècles. Il en fait des cueilleurs d'anacardes, et en faisant disparaître la diversification, il appauvrit les sols et augmente les risques de propagation fulgurante d'une maladie sur une monoculture. Pourtant, de nombreux économistes, y compris ceux des Nations Unies, appellent ce passage du coton et culture associée à l'anacarde un processus de développement pour la simple raison que les revenus actuels des producteurs d'anacarde seraient supérieurs à ceux d'une exploitation cotonnière. Ici, le mot actuel a toute son importance, car ce que les économistes appellent le marché peut très bien se retourner dans quelques années, et les anacardiers sont plantés pour 25 ans. Les revenus qui seront alors produits seront bien insuffisants pour acheter les productions alimentaires
des parcelles qui étaient complémentaires au coton. Dans cette histoire-là, on peut se demander où est la durabilité du développement. Ce qui n'empêche pas les économistes de parler de développement durable et de développement tout court. L'Afrique de l'Ouest est loin. Ce sont des pays du Sud, comme on le dit, des pays en développement, sous-entendu, les erreurs y sont possibles, n'est-ce pas? Alors prenons la France. Par exemple, le développement des élevages de porcs en Bretagne. En 30 ans, nous avons assisté à une dynamique d'intensification et de concentration des élevages qui sont maintenant devenus industriels. Mais à quel prix? Une pollution des sols tellement forte qu'elle a entraîné l'envahissement des algues marines, les fameuses algues vertes. Et ce n'est que la partie la plus visible, la plus spectaculaire d'une dégradation généralisée de la qualité des sols. Il faut bien déverser le lisier de plusieurs millions de porcs quelque part, sur des sols que les eaux de pluie vont lessiver et drainer vers les rivières et in fine vers la mer, vers les plages. Pourtant, aujourd'hui, si vous tapez agriculture bretonne sur un moteur de recherche Internet, plus de 90% des articles vous parlent positivement du développement de cette agriculture de plus en plus intensive. C'est devenu une habitude. Journalistes, agronomes, agro-industriels et même paysans utilisent le terme de développement pour parler de croissance quantitative et surtout de croissance des revenus financiers. Qu'importe les dégâts collatéraux. La Bretagne produit plus de cochons. C'est le principal. Elle produit aussi des paysans qui se suicident, des sols dramatiquement dégradés, un environnement d'algues vertes qui fait tellement peur que les décideurs font tout pour en cacher la nocivité. Mais il n'est pas besoin de faire l'audit des comptes des banques locales, des banques bretonnes. C'est sûr, elles se sont bien développées ces 30 dernières années. L'accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique a été signé en grande pompe mondiale le 12 décembre 2015. Une grande fierté pour la France, pays hôte. Pourtant, 5 ans après, au mois de mars de cette année, nous avons appris que la France venait de dépasser son quota annuel d'émissions de CO2 pour atteindre ses objectifs de 2030. Au mois de mars. On doit aller encore jusqu'au mois de décembre. Je ne vais pas vous refaire ici l'historique de la Convention citoyenne pour le climat et de ses résultats. Les médias vous en ont abreuvé, et si vous le souhaitez, nous pourrons revenir sur l'intérêt de ce processus dans nos discussions. Mais je voudrais soumettre à votre réflexion un autre exemple très concret. Un autre exemple bien français encore, celui de l'exploitation de nos forêts. Problème certes complexe, mais avec des dérapages littéralement stupéfiants dans notre contexte officiellement présenté comme visant le développement durable. Des pratiques de recherche de profit financier à court terme, avec des coupes rases dévastatrices, qui plus est pour produire des granulés de bois pour le chauffage domestique, sacs de granulés étiquetés développement durable, et qui, lorsqu'ils se consument, libèrent tout le CO2 que les forêts avaient capté depuis des décennies. Les coupes rases détruisent la biodiversité, même quand elles sont remplacées par de nouveaux champs d'arbres à espèces uniques. Le comble, c'est que les consommateurs de granulés de bois pensent honnêtement s'inscrire dans le développement durable. Pratique dénoncée mais toujours courante. C'est légal et rentable. Le bois consumé libère plus de particules fines dangereuses pour la santé que le charbon. Cela n'empêche pas d'envisager de faire des centrales électriques au bois. Plus gênant encore dans un pays démocratique, les reporters ont toutes les peines du monde à documenter, à s'approcher des chantiers. Au nom de la propriété privée, la police veille et les repousse. Mais direz-vous, l'accord de Paris, lui aussi est légal. Oui, il est légal, mais non contraignant. La propriété privée industrielle semble bien être plus légale que l'accord de Paris. Je voudrais vous parler d'une autre durabilité dont presque personne ne parle, c'est celle des êtres humains, comme si la vie était la même pour tous. Permettez-moi de vous livrer quelques éléments d'une analyse de Didier Fressin lors de sa leçon inaugurale au Collège de France. Vous pouvez en retrouver l'intégralité sur le site du Collège de France. C'est une splendide démonstration sur l'inégalité des vies, pas seulement du temps de vie biologique, mais aussi et surtout sur l'inégalité de la qualité de vie des uns et des autres. Il y a quelque chose de poignant dans cette leçon, que dans des pays hautement industrialisés depuis des siècles, on en soit encore à avoir des dizaines de millions d'êtres humains vivant dans la précarité. Qu'il puisse y avoir en France, en 2020, 12 ans de différence d'espérance de vie entre les professeurs et les employés. Qu'aux USA, les universitaires blancs puissent vivre en moyenne 14 ans de plus que les noirs qui n'ont pas terminé le secondaire. Que dans tous les pays, les femmes sont toujours moins payées
malgré des charges de travail supérieures à celles des hommes. Ce n'est pas seulement la durée de vie, mais aussi la qualité de la vie qui est dramatiquement dévalorisée par le système économique actuel. Que de luxe inutile pour les mieux pourvus, que de souffrance pour les plus démunis. Cela est bien sûr connu de tous, mais il y a dans cette leçon de Didier Fressin le ton juste, la mise en évidence de la pérennisation d'un monde de souffrance et de douleur pour la plus grande partie de l'humanité. Ce rappel, avec des données statistiques indiscutables, nous pose fermement deux questions. Pourquoi le développement est-il aussi inégalitaire qu'il en arrive à hiérarchiser la durée potentielle de temps de vie? Et en plus, pourquoi la qualité de la vie est-elle le plus souvent inversement proportionnelle à sa durée? De quel développement durable parle-t-on? Avec quelle stratégie? Quels outils? Autre question. Le développement durable est-il possible avec des types de sociétés non inclusives? Des sociétés dont l'organisation sociale et politique, au nom d'une démocratie qui se veut représentative, génère une déresponsabilisation généralisée au point que même dans les pays dits développés, pratiquement 50% des populations se désintéressent de l'élection des décideurs. Décideurs qui, à leur tour, se coupent de leur peuple et prennent de plus en plus des décisions de manière autoritaire. Ce que de nombreux historiens ont appelé l'âge d'or des anciens empires était pratiquement toujours le moment de la plus grande concentration des pouvoirs et des richesses, le moment qui fut aussi le plus proche de leur déclin puis de leur disparition. C'est vrai pour l'Empire khmer, l'Empire ottoman, l'Empire romain, l'Empire du Mali, etc., pour une multitude d'empires qui effectivement ont disparu. Il semble bien que la concentration des pouvoirs et des richesses ne soit pas la meilleure voie pour garantir la durabilité. Pour autant, les coopérations internationales, bilatérales et multilatérales, dont les Nations Unies, dédient très peu de leur financement à l'appui au développement de la démocratie. Le discours pro-démocratique est bien là, dans toutes les institutions internationales, mais ni les fonds ni les programmes ne l'accompagnent. Pour mettre un peu d'optimisme, heureusement, un nouveau souffle se lève un peu partout dans le monde, avec une jeunesse qui considère de plus en plus que l'avenir de leur pays et de la planète ne se décidera pas sans elle. Et puis, il ne faut pas désespérer. Nous venons d'avoir une bonne surprise. La semaine passée, avec le peuple inuit, qui, à la surprise générale, a élu des responsables écologistes qui refusent les richesses éphémères d'une industrialisation minière au profit d'une mise en valeur agricole protectrice de leur environnement. Je vais en rester là pour le développement durable, mais quand nous allons aborder l'économie créative pour un développement durable, comme le souhaite l'ONU, il nous faudra garder à l'esprit que le développement durable pour les êtres humains ne peut se passer d'une approche éthique, d'un centrage sur l'équité, d'un développement inclusif avec la participation de tous au bénéfice de tous, et que sa durabilité dépendra d'abord de notre capacité à protéger la biodiversité, à protéger tous les autres êtres vivants avec qui nous partageons notre planète. Ce n'est pas qu'une histoire de limitation d'émissions de CO2 et de changement climatique. J'en viens à l'économie. La science est généralement définie par ses principes d'universalité et de reproductibilité. Même si les cursus universitaires du monde entier offrent des diplômes de sciences économiques, il serait bien dans l'impossibilité de garantir que les stratégies et outils enseignés généreront des analyses en conformité avec les deux principes fondamentaux. Pour preuve, 2 chercheurs de la Banque centrale des États-Unis ont refait 67 études empiriques publiées dans les meilleures revues de la profession économique. Ils ont retrouvé les mêmes résultats que pour la moitié d'entre elles. Bref, au mieux, les économistes nous fourniraient des demi-vérités. Comme l'a fait remarquer de manière désabusée Paul Krugman, prix Nobel d'économie, les économistes dominants utilisent les faits de la même façon qu'un ivrogne se sert d'un lampadaire, essentiellement pour les soutenir, pas pour les éclairer. Et ce n'est pas cette année Covid qui va renforcer la crédibilité des sciences économiques. Pour ceux qui ont encore des certitudes, je leur suggère de lire le numéro 404 de septembre 2021 d'Alternatives économiques, intitulé « Panique chez les économistes, ces 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus ». Simple, bref, ce dossier fait la démonstration irréfutable
que les principales affirmations de la prétendue science économique sont fondamentalement remises en cause par la réalité du fonctionnement économique des dernières décennies. Pour vous donner une idée, parmi les 10 affirmations constitutives du dogme que les économistes vous ont assénées pendant les 3 dernières décennies, prenons brièvement quelques-unes des affirmations qui sont revues dans ce numéro d'Alternative Économie. La première assertion, que vous avez entendue longuement, prétend que créer massivement de la monnaie nourrit l'inflation. Sous-entendu, l'inflation c'est mauvais, donc puisque l'inflation est mauvaise, pas de nouvelles créations monétaires, donc moins de crédit. Et rappelez-vous les discours sur l'austérité jusqu'à la fin 2018. Osez contester cette austérité, vous faisiez systématiquement passer pour un économiste irresponsable, bref, un mauvais économiste. En janvier 2019, pourtant, la Covid s'invite sur la scène mondiale. L'austérité disparaît comme par enchantement. Elle est remplacée par le quoi qu'il en coûte. Plus de 500 milliards côté européen, 2000 milliards, peut-être 5000 du côté américain. La monnaie se crée alors comme par miracle. Assertion numéro 3 dans le document, la bourse finance les entreprises. C'est connu, c'est pour ça qu'elle a été créée. Pourtant, actuellement, la bourse retire plus d'argent à l'économie qu'elle n'en injecte. La bourse finance la spéculation financière. Les entreprises rachètent leurs propres actions. Assertion numéro 5, une hausse du SMIC détruit les emplois. Pourtant, la majorité des études des 10 dernières années n'apportent aucune preuve. Au contraire, même Krugman, considéré comme un des plus grands économistes américains, remet cette assertion en cause. Assertion numéro 7, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt négatifs. Cela va de soi, n'est-ce pas? Même vous, même moi, qui va décider de prêter de l'argent, de perdre de l'argent en le prêtant? Et pourtant, en 2019, l'agence Bloomberg informait qu'environ un tiers des emprunteurs peu risqués a pu emprunter à des taux négatifs, dont la France. Assertion numéro 10, enfin, on va s'arrêter là après, la dette publique est un obstacle à la croissance. C'est ce qui a justifié toutes les politiques d'austérité des 30 dernières années. La fameuse histoire du seuil de 90% du PIB, au-delà duquel la dette deviendrait insoutenable. Ceci a été déterminé par Reinhardt et Rogoff après la crise de 2008. Il a été démontré que leurs calculs étaient faux. C'est pas pour ça que leurs conclusions avaient été remises en cause. Elles étaient toujours en cours et on considérait qu'il ne fallait pas dépasser effectivement les 90% du PIB pour la dette publique. Jusqu'à quand? Eh bien, encore une fois, jusqu'à ce que la Covid arrive et toutes les dettes se sont envolées. Pour votre information, je vous fais savoir que Reinhardt est aujourd'hui, après tous ces calculs qui ont été démontrés faux, est aujourd'hui économiste en chef à la Banque mondiale. Je vous laisse le plaisir d'approfondir ce passionnant dossier à la fin duquel vous pourrez certainement penser, comme le disent si souvent les Ivoiriens, ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr, dans la vie comme dans le monde de l'économie. Je peux même confirmer par un exemple professionnel personnel. En Côte d'Ivoire, avril 1990, je suis nommé économiste pour le secteur agricole au bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Après un mois, un peu perdu par l'énormité des dossiers, pensant pouvoir mieux comprendre les stratégies de l'institution, je me dis qu'il serait bon de savoir quelles étaient les analyses et les perspectives envisagées par la banque pour le secteur agricole de la Côte d'Ivoire 5 ans avant, c'est-à-dire en 1985. Je me plonge dans les archives, et là, stupéfaction. La situation en 90 est tellement différente de celle qu'avait prévue la banque que je vais voir mon directeur pour tenter de comprendre. La réponse est cinglante. Et alors, Christian, tu crois qu'on a une boule de cristal? Un pays, c'est compliqué, ça ne se développe jamais comme prévu. Laisse tomber les archives. Tu viens d'arriver, c'est pas le moment de critiquer. Va faire ton boulot en suivant les directives, les guidelines de la Banque mondiale pour qui tu travailles. Il ne faut jamais oublier que chaque économiste travaille avant tout dans le cadre et les règles de son institution.
ou sinon ils risquent d'être poussés à la retraite, comme ça m'est arrivé. Au bout du compte, quelles sont les lois économiques rigoureuses, scientifiques, reproductibles dans tout pays et sous tout type d'environnement? Il y en a vraiment très peu. Tout au plus, finalement, l'économie est un outil, un ensemble d'outils d'analyse et propositions qui se construisent le plus souvent de manière empirique et qui évoluent sans arrêt, principalement en raison de la multiplicité des facteurs qui peuvent en influencer les changements. L'exemplarité qui permet la reproductibilité dans les mêmes conditions est le plus souvent l'exception. La puissance de ce qu'on appelle les modèles dépend plus de la puissance médiatique de leurs concepteurs que de la fiabilité de ce qu'ils prétendent démontrer. Alors, me direz-vous, comment sommes-nous arrivés là? Aucun doute qu'au niveau mondial, certains groupes de population ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Mais la pauvreté et la précarité touchent toujours la majorité de la population du globe. Et pire peut-être encore, même sans vouloir noircir le tableau, il faut quand même rappeler que nos modèles de développement ont produit le siècle le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité, le XXe siècle. Avec ces 2 guerres mondiales et ces systèmes appelés communistes, soviétiques et chinois, au total largement plus de 100 millions de morts. Or, le rôle des planificateurs de l'économie et de leur imbrication dans les jeux des politiques barbares fait froid dans le dos. L'économie a joué un rôle central dans le développement des dynamiques guerrières et d'oppression. Pourtant, l'économie est censée faciliter de meilleures conditions de vie pour les êtres humains. Alors les économistes n'ont-ils pas compris quel devrait être leur véritable et unique objectif, une vie décente pour tous les êtres humains, ou les outils sont-ils véritablement peu efficaces, voire complètement tordus? Prenons quelques exemples. Le PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en un an par la population d'un pays. C'est la référence mondiale de 90% des économistes. Mais vous, hommes ou femmes, qui vous occupez d'activités domestiques, d'associations ou d'accompagnement de proches en difficulté, qui passez une grande partie de votre temps de vie à former vos enfants et préserver vos parents, vous en êtes exclus. Vous n'êtes pas dans la comptabilité du PIB. Le temps et les activités passées à favoriser le bonheur ou au moins le mieux vivre des autres n'est pas considéré comme une production de richesse par les économistes. Pour un économiste orthodoxe, c'est-à-dire la grande majorité, en France plus de 90% des économistes, la solidarité humaine est hors de son monde. Seul compte la production des biens et services marchands pour accroître les profits du capital investi. Autre outil d'analyse, la compétitivité. Elle est vendue par les politiques comme un critère de réussite, une obligation absolue, au point que chacun devient persuadé que la richesse de compétitivité, que la recherche de compétitivité est une bonne chose. Pourtant, en son nom, des millions d'êtres humains voient leurs conditions de travail se durcir ou perdre leur emploi. Or, la compétitivité, décidément, n'est rien d'autre que la recherche du coût de production le plus bas pour accroître les profits de l'entreprise. Coût de production le plus bas, dans la grande majorité des cas, signifie tout simplement aligner les conditions de travail sur les plus exploités. Compétitivité et développement ne sont-ils pas un oxymore, définitivement irréconciliable? Autre exemple, les brevets, autre outil des économistes, les brevets. Ils sont un des piliers des économies dites modernes. Ces brevets sont devenus des propriétés privées que le monde entier doit respecter et surtout en payer les coûts. On nous explique que cela permet de mieux financer la recherche et le développement, qu'il est normal que celui qui a trouvé soit l'unique propriétaire. Je me pose quand même la question de savoir quelle est la légitimité de ce système. Pratiquement tout ce qui est trouvé aujourd'hui l'est grâce à des accumulations de connaissances construites et partagées par une multitude d'êtres humains. Aucun chercheur, aucune entreprise ne peut prétendre avoir découvert quelque chose sans avoir emprunté à la connaissance universelle. Alors quelle est la légitimité de créer une propriété privée? Un brevet sur ce qui, dans les faits, n'est qu'un aboutissement suite à l'agrégation de multiples connaissances. Certes, l'inventeur, l'individu au collectif, a eu le mérite de trouver la bonne formule pour générer un nouveau produit, une nouvelle technique,
Mais doit-il pour autant en être l'unique bénéficiaire? Une société basée sur des brevets est une société d'exclusion. Et ce n'est pas cette année de guerre des vaccins anti-Covid qui va le démentir. Nous pourrions continuer pendant des heures à égrener ce que j'appelle le dictionnaire des mots qui tuent en économie. Car derrière tous ces concepts, toutes ces formulations, il y a des conséquences pour les êtres humains et elles sont loin, très loin d'être toutes positives. Pour les économistes, quelle heure il est est-il? valorisant de faire croire que l'économie est une science et que leurs analyses sont fiables. Mais il suffit de reprendre leurs prévisions d'il y a 5 ans pour se rendre compte qu'il n'en est rien. C'est tout simplement stupéfiant. Mais ce qu'il y a encore plus, c'est que la population puisse toujours croire leurs discours, que les gouvernements les croient, c'est compréhensible, puisque dans les faits, ils travaillent pour maintenir leur système. Mais les populations qui en sont les victimes permanentes, c'est plus troublant. Les médias dominants sont certes des diffuseurs peu critiques du discours des économistes. Mais maintenant, avec Internet, l'information, y compris celle qui remet en cause des certitudes économiques, est plus que jamais accessible. Alors pourquoi cette relation à l'économie ne change-t-elle pas? La réponse me paraît simple. Les populations sont tellement convaincues que l'économie c'est trop compliqué, on ne comprendra jamais. Alors autant laisser les économistes s'en occuper. Eux seuls peuvent comprendre. Même si les résultats se révèlent si différents des prédictions, eux seuls savent pourquoi. Pourtant, pour avoir pendant des années exposé et discuté des problèmes économiques avec des populations analphabètes, j'ai la profonde conviction que tous les êtres humains peuvent comprendre l'économie, a fortiori quand ils ont le certificat d'études primaires. Les incompréhensions viennent du fait que les économistes, dans leur grande majorité, veulent faire entrer la réalité dans le cadre de leur dogme. Cela ne fonctionne pas et devient totalement incompréhensible. Si le dogme est vrai et que les résultats ne sont pas là, ils pensent que la réalité est en cause, donc il faut la changer. Mais les populations vivent leur réalité et ne veulent pas en changer, au nom de raisonnements totalement abstraits et surtout si différents de ce qu'ils vivent au quotidien. Comment peut-on et pourquoi veut-on faire que la vie des êtres humains rentre dans un moule unique, dont le caractère immuable ne serait garanti que par un ou quelques dogmes construits sans jamais les consulter? Pourquoi ne pas accepter l'indiscutable complexité de la vie et penser que les outils économiques dont nous avons besoin seront toujours en expérimentation permanente, comme l'évolution de la vie, que la science économique n'est pas une science normative, elle n'est qu'une science expérimentale, une science empirique qui risque bien de ne jamais trouver son modèle définitif. L'être humain ne se lève pas chaque matin avec une calculette à la main qui va lui dicter ce qu'il va faire de sa journée, avec comme seul objectif accroître son profit. Il se lève avec des problèmes plein la tête, certes économiques, mais aussi de relations humaines avec son proche entourage, et aussi avec l'envie de se sentir bien, heureux pendant cette nouvelle journée. C'est certainement la principale explication de nos incompréhensions. Les calculettes des économistes ne sont pas les boussoles permanentes de nos vies. Nous cherchons à vivre pleinement avec nos sentiments, nos humeurs, notre irrationalité toute humaine qui embrouille tant les économistes et les agace. Il ne s'agissait pas pour moi ici de démonter l'économie comme on le dit, cela n'aurait pas grand intérêt, mais seulement de rappeler que dans ce domaine les certitudes ne sont pas beaucoup de mise, que si l'on veut améliorer la vie des êtres humains dans une perspective de développement durable, il va falloir en toute objectivité tenir compte des leçons du passé et se dire qu'il nous reste encore beaucoup de questions à approfondir et d'outils à réviser, voire à reconstruire entièrement. Alors, l'économie créative pourra-t-elle participer à cet immense champ de travail? Économie créative. Cette formulation peut paraître étrange. De quoi s'agit-il? Beaucoup pourraient penser qu'il s'agit de la capacité de création de l'économie, confondant économie créative et économie créatrice. Pour l'économie créatrice, celle qui crée tous azimuts, avec une imagination sans fin, j'aurais pu vous parler de la partie inquiétante, celle des paradis fiscaux, de la mondialisation, des outils de l'accroissement vertigineux des profits et bien sûr en miroir de l'accroissement des inégalités. Vous décrire la face noire de l'économie. Mais comme je suis un éternel optimiste, je vous aurais certainement invité à réfléchir sur les mouvements qui germent et s'étendent très vite, pas seulement en France, mais dans le monde entier, pour promouvoir le revenu universel, la valeur d'usage qui veut se substituer à la valeur marchande,
la diminution du temps de travail, les coopératives locales de production d'énergie, les SCI, sociétés coopératives d'intérêt collectif, la suppression des brevets et la réorganisation des financements de la recherche, les vraies mutuelles, les analyses sur la monnaie pour qu'elle soit uniquement vecteur d'échange sans possibilité de thésaurisation, la gestion des communs, la sécurité sociale de l'alimentation, bref, un foisonnement d'initiatives positives. Certes, beaucoup d'entre elles sont encore embryonnaires, mais durant ces 10 dernières années, avec leur partage sur Internet, elles ne s'épuisent pas, bien au contraire, elles ne font que grandir. Effet nouveau, elles s'étendent maintenant sur toute la planète, et plus seulement chez les intellectuels ou les chercheurs, mais chez tous les militants de base, comme une lame de fond qui est en train de se construire. Ce pourrait être l'objet d'une autre soirée débat, mais aujourd'hui, il nous faut bien revenir au thème souhaité par les Nations Unies, beaucoup plus restrictif, celui de l'économie créative. Créative et pas créatrice. Les Nations Unies, avec l'UNESCO, la CNUSED et quelques autres organisations internationales, ont depuis le début de ce XXIe siècle tenté de faire émerger ce concept d'économie créative, même moi je me trompe. Dans les faits, il s'agit tout simplement de promouvoir l'économie de la création artistique et culturelle. Quelles étaient leurs ambitions au début des années 2000 ? Identifier un nouveau secteur économique, c'est douteux, le secteur existait déjà. Mettre le secteur en valeur pour le rendre plus performant, plus fort, certainement. Mais plus performant, pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour en développer le marché, les sources de profit ou pour mieux l'autonomiser et en préserver la spécificité ? Car c'est vrai, le secteur de la production artistique et culturelle a une spécificité. Il traite de la culture, c'est-à-dire de la construction de l'essence, de l'âme des peuples, de la construction des imaginaires, de leur identité, de leur manière d'être, de penser et d'agir, d'une sorte de programmation mentale. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas la fabrication et la vente de boîtes de sardines. Vouloir faire entrer ce secteur de multiples activités humaines dans le cadre, voire sous la tutelle de l'économie, quel qu'en soit le modèle, pose de nombreuses questions. Et la première est certainement, la production culturelle doit-elle être au service de l'économie ou l'économie au service du cadre culturel ? Avec d'entrée une ambiguïté supplémentaire du fait que le capitalisme, dans sa version industrielle, a depuis 2 siècles façonné sans relâche une culture qui favorise ses propres intérêts. Les premiers rapports importants avec une perspective mondiale datent de 2008 et surtout 2013 avec l'UNESCO. Ce dernier rapport de 2013, intitulé « Les industries créatives, une nouvelle économie de la culture », fait encore référence aujourd'hui. Il y est précisé: la créativité désigne la formulation d'idées nouvelles et l'application de ces idées à la production d'œuvres d'art et produits culturels originaux, de création fonctionnelle, d'inventions scientifiques et d'innovations technologiques. La créativité comporte donc un aspect économique observable dans la manière dont elle contribue à l'esprit d'entreprise, encourage l'innovation, augmente la productivité et favorise la croissance économique. Fin de citation. Étonnant mélange, puisqu'on y retrouve les inventions scientifiques, les innovations technologiques, comme s'il ne s'agissait plus du seul secteur de la production culturelle. Pourtant, pendant des décennies, l'UNESCO a brillamment défendu la valeur intrinsèque de la culture, insistant avec succès sur son immense pluralité. Certes, sans en cacher les potentielles retombées économiques, mais sans en faire la priorité. Ce rapport de 2013 semble bien marquer un tournant, ou pour le moins un fort recentrage vers la recherche de l'accroissement de la productivité et de la production économique, c'est-à-dire la marchandisation maximum des productions culturelles. Ce n'est donc pas un nouveau concept, un nouveau paradigme qui nous était proposé, mais une tentative de rationalisation et renforcement du secteur dans le cadre de l'économie néolibérale productiviste. Rien de bien nouveau. Ce n'était qu'emboîter le pas à la puissante machine de l'économie du spectacle, déjà largement mondialisée sous le leadership américain. Les 10 recommandations du rapport de 2013 sont claires. Il s'agit de faire de l'économie créative un secteur économique performant selon les critères de l'économie productiviste. Certes, la première recommandation affirme que l'économie créative produit de la valeur non monétaire, mais elle est suivie des 9 autres, qui
qui la positionne comme un moteur des processus de développement économique, de mieux formaliser l'informel dans une chaîne de valorisation bien régulée et bien contrôlée pour finalement inscrire la culture dans le cadre des politiques de développement économique existantes. Il y a dans ce rapport beaucoup d'éléments intéressants, en particulier l'accent mis sur le local. Mais la dynamique proposée n'en est pas moins de faire de la production culturelle un secteur économique comme un autre, comme si l'économie dirigeait le monde. Cette option est d'ailleurs confirmée dans un rapport de la CNUSED de 2019, intitulé Biens et services créatifs, une économie chinoise en plein essor impulse une dynamique en Asie. Ce rapport de la CNUSED s'enthousiasme des succès de la Chine. Les biens et services créatifs vont croître en parallèle et auront un impact durable sur le commerce et une forte influence culturelle. Une forte influence culturelle, sans aucun doute, mais laquelle? Une dynamique fondée essentiellement sur l'accroissement de l'emploi marchand et du profit, avec en arrière-plan des velléités de propagande. Peut-elle être considérée, cette dynamique, comme un outil de développement durable pour la planète? Cette question, pourtant essentielle, ne semble pas effleurer la CNUSED. Je vous rappelle que la CNUSED, c'est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, pour qui ce qui compte finalement, c'est la croissance quantitative. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie créative. Cependant, mon itinéraire professionnel m'a offert la chance d'être immergé de longues années dans des cultures très différentes de celles de ma jeunesse. Une expérience extrêmement enrichissante qui m'a permis de prendre du recul par rapport à ce que véhicule ma propre culture, d'écouter comment d'autres la questionnent et m'inciter à m'interroger sur le bien fondé de quelques-unes de mes certitudes. Enrichissante aussi parce qu'elle permet, lorsqu'on ne s'enferme pas dans le cocon du monde des expatriés, de découvrir des êtres humains qui ont d'autres perceptions du monde, d'autres formulations de leurs identités, d'autres formes de perception et de formulation de leurs relations aux autres, à l'altérité. Cette expérience de vie m'a amené à penser que la production culturelle pouvait s'articuler en trois grandes catégories, à la fois distinctes et très interdépendantes les unes des autres, des catégories en fonction des temps considérés. D'abord, la catégorie de la culture qui se transmet par la mise en scène du passé. Dans la plupart des pays, la transmission culturelle, quels que soient les outils, valorise très largement celles et ceux qui sont considérés comme des héros, des êtres humains exceptionnels. Cette héroïsation de l'histoire consolide une culture des chefs, du rapport dominant-dominé, en magnifiant la place des dominants. Si le développement durable, comme nous l'avons vu précédemment, ne saurait exister sans dynamique d'inclusion de tous les êtres humains, le retour de la vie quotidienne des peuples dans les récits historiques me paraît une obligation. Certes, ces dernières décennies, il semble que les historiens qui ressuscitent les peuples deviennent de plus en plus nombreux et que les productions culturelles qui se fondent sur leur travail vont dans le même sens. Si les Nations Unies souhaitent intégrer l'économie créative dans un développement durable, il serait bon que l'institution facilite techniquement et financièrement les structures qui réintègrent la totalité des êtres humains dans la compréhension du passé. La question posée ici est de savoir si les Nations Unies vont supporter ouvertement le renforcement de l'histoire inclusive. On peut en douter. La deuxième catégorie, la culture comme miroir du présent. Les êtres humains produisent en permanence leur propre culture, celle dont les historiens s'empareront plus tard pour décrire leur évolution. Le rôle de la production créative est-il de promouvoir un miroir déformant qui reflète la concentration autour de blockbusters rentables ou de faciliter l'élargissement du miroir pour qu'il inclue la totalité des acteurs de la société? Un des éléments qui me paraît fondamental dans la production comme dans la consommation des biens culturels est un élément purement économique. C'est le temps de travail. Des êtres humains qui travaillent à produire des biens et services marchands 40 pour 60 heures par semaine ont-ils le temps, la force et la disponibilité intellectuelle pour aller voir ou entendre des productions culturelles autres que celles de leur télévision, tablette ou ordinateur, a fortiori pour ce qui concerne leur propre participation à la production de culture. Je reviens ici sur la leçon de Didier Fressin au Collège de France, sur la qualité de la vie. Qu'est-ce qui doit être le plus important pour les grandes organisations internationales? Promouvoir la rationalité économique de l'économie créative dans le cadre de la toute-puissance économie libérale, ou requérir de tous les gouvernements que dans le cadre du développement de l'économie créative, ils doivent donner à chaque être humain, le temps et les moyens de profiter des productions culturelles, mais aussi et surtout d'en être des acteurs, au sens littéral du terme, de produire ce qui deviendra leur histoire
afin que celles-ci ne se rétrécissent pas à leur seule fonction de travailleurs salariés. Ce qui vient de se passer avec le Covid, avec des gouvernants qui ont pu se considérer légitimes pour déclarer que la culture n'était pas un bien essentiel, réduisant les êtres humains à l'unique fonction de producteurs et consommateurs de biens et services marchands, devrait questionner l'ONU et ses agences sur leurs orientations de travail. Il faut noter cependant que la réaction outrée de la population obligeant à la réouverture des librairies, même avec un impact limité, a maintenu une lueur d'espoir quant à la bonne place que de nombreux citoyens souhaitent conserver à la culture dans leur vie quotidienne. Dernière catégorie, la culture qui construit les imaginaires du futur. C'est aussi à travers la création culturelle que les êtres humains se projettent dans le futur, qu'ils se créent des récits individuels ou collectifs, qui occupent leurs rêves, qui stimulent aussi leur volonté d'agir pour changer leur situation de vie. La puissance des instruments de la création culturelle pour orienter les êtres humains a été maintes fois décrite, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Au nom de la croissance économique, faut-il donner plus de puissance aux firmes qui produisent films, ordinateurs, livres, tablettes, mais qui diffusent massivement des cultures de domination, d'oppression, de stigmatisation, de retour à la barbarie? Le problème posé aujourd'hui, comme hier, n'est-il pas d'abord une question de clarification des objectifs de l'économie créative? Attention, ici il ne s'agit pas de question de censure. Toutes les idées ont le droit de s'exprimer, tant qu'elles ne remettent pas en cause l'existence et l'intégrité des autres êtres humains. La marginalité est aussi partie de la culture globale. Elle est un des puissants moteurs de son renouvellement. Elle doit pouvoir être reconnue et trouver les ressources économiques pour s'exprimer librement. C'est une garantie de l'inclusion. Doit-on considérer que tout est parfait, encore une fois, que ce n'est qu'une question de croissance? On peut légitimement se poser la question. Personnellement, je trouve dangereux de traiter ce secteur comme tous les autres, uniquement dans la recherche de retour sur investissement. À remarquer d'ailleurs que toute la production culturelle qui concerne le développement durable, les films, les pièces de théâtre, les documentaires pour lutter contre la dégradation de l'environnement, la dégradation de la biodiversité, sont souvent l'œuvre de militants très engagés et qui doivent se débattre pour trouver des moyens financiers. Les structures institutionnelles de l'économie créative, y compris créative, sont très loin d'en faire une priorité. Je vais conclure. Rapidement, si l'ONU veut promouvoir une économie créative bienfaisante pour l'humanité et la planète, il lui faudra clairement préciser qu'elle doit s'inscrire dans une véritable stratégie de durabilité qui protège à la fois toutes les ressources naturelles et toutes les formes du vivant sur cette terre. Il lui faudra aussi préciser que cette économie s'inscrit dans une stratégie inclusive, dans laquelle un être humain égale un être humain, chacun avec ses différences, et que les plus défavorisés, comme les autres, doivent avoir accès à la création et à la consommation de biens culturels. Préciser enfin que les outils économiques mis en œuvre soient systématiquement démocratiques, pour que l'économie devienne un bien commun, qui réponde d'abord à la demande des valeurs d'usage des populations en lieu et place de celle de la finance. Cela est-il possible pour ces institutions, on peut se poser la question. On a plus l'impression qu'elles travaillent, disons, dans la stratégie de renforcer l'économie traditionnelle. Pour ma part, j'aurais plutôt souhaité une année de promotion de la production et diffusion de la culture au bénéfice de l'émancipation durable des êtres humains, de tous les êtres humains. Certes, c'est une formation plus longue, mais qui ne se limite pas à une formule slogan, à la recherche réductrice de simplicité à tout prix, et qui permettrait de refléter un peu mieux la complexité de cette problématique afin de mieux saisir l'extraordinaire richesse des esprits humains, ce qui nous différencie encore des robots. Comme économiste, je me refuse à considérer que la valeur du musée du Louvre se réduise aux ressources financières générées par la billetterie ou même au prix des tableaux qu'il abrite. La valeur du musée du Louvre, c'est sa capacité à illustrer les créations de l'esprit des êtres humains à travers les époques. Et cela ne peut s'inscrire dans aucun cadre économique quel qu'il soit. Pour nous, les êtres humains, j'espère que la valeur non quantifiable de la pensée humaine et de ses multiples expressions continuera à transcender l'économique. Je vous remercie, même si j'ai été un peu long. Merci beaucoup, Christian. Bon, il y a eu des questions posées pendant votre exposé, mais je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont venir. Je commence par celles qui ont été posées.
disons, toutes les considérations qu'il y avait eu autour de ce développement durable pendant la conférence de Rio en 92, pendant la conférence de Paris en 2015. Maintenant, pourquoi tout cela disparaît des radars et pourquoi il n'y a que la pandémie, en fait, qui intervient sur nos ondes et qui est discutée. Pourtant, même au tout début de la pandémie, on a beaucoup parlé du monde d'après et on en parle un petit peu moins qu'il y a que l'année dernière. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi? Oui, c'est une question intéressante. Surtout quand on prend, disons, tout ce qui avait été, tout l'espoir qui était né à Rio. Bon, pour moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a, après, durant la conférence de Rio, d'ailleurs, c'était déjà commencé. Il y a eu dans les 30 dernières années, puisque ça a commencé dans les années 80-85, avec les fameuses histoires des ajustements structurels qui ont commencé sur l'Afrique, mais qui dans les faits existaient de manière masquée dans tous les pays. Il y a eu, disons, systématiquement cette volonté d'une économie tournée vers l'austérité. De nous expliquer à tout le monde que finalement la situation était très difficile, donc il fallait aller vers des économies beaucoup plus restrictives, et qui ont fait que les êtres humains, dans la grande majorité, se sont trouvés en difficulté. Et que quand on regarde la situation des populations, y compris des populations des pays industrialisés dans les 20 dernières années, elle ne s'est pas améliorée, c'est le moins qu'on puisse dire. La précarité s'est accrue, la pauvreté a continué à croître, et ça s'est aggravé. Qui fait que les gens sont de plus en plus pris par des problèmes du quotidien, et qui fait qu'ils sont obligés de regarder dans l'immédiat, au lieu de regarder, de se projeter dans 20 ou 30 ans, et de se poser les questions du véritable développement durable. Ceci dit, je nuancerai un peu, disons, parce que dans nos pays, cette réflexion a peut-être pris moins d'ampleur, disons, elle était moins médiatisée, mais mon impression aussi, c'est que dans les faits, elle prend plus d'ampleur chez les jeunes, chez beaucoup de jeunes, et chez beaucoup de groupes, d'associations qui n'ont pas accès aux médias mainstream, qu'on n'entend pas discuter par la Bré sur France Inter, même France Culture ou sur d'autres médias, toutes les chaînes de radio des télévisions, disons, style évidemment les chaînes quotidiennes à fort tirage, là, comme on dit, mais disons, tous ces jeunes, eux, continuent à monter véritablement et à construire une réflexion sur l'économie de manière, à mon avis, beaucoup plus approfondie que ce que la plupart des personnes ne faisaient il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est-à-dire, eux se sentent maintenant vraiment impliqués, ils y croient, d'ailleurs, souvent, ils font, comme on dit, les premiers gestes dans leur quotidien. Donc, le discours véhiculé par les grands médias n'est pas pro-développement durable, mais le discours qui est en train de se construire chez les jeunes, et y compris cette fois dans les pays qu'on appelle sous-développés ou en développement, des pays du Sud, avec Internet, prend de plus en plus d'ampleur. Et moi, il me semble que la masse des gens concernés est beaucoup plus importante que ce qu'elle était dans le passé. C'est ça. Parmi les assertions à remettre en cause, que pensez-vous de la théorie du trickle-down ou du ruissellement? Oui, ça c'est la seule chose qui ruisselle, vous savez, on le voit d'ailleurs dans certains films, c'est quand il y a des coupes de champagne et qu'on verse le champagne dans celui d'en haut. C'est réservé à une certaine catégorie de la population. Cette théorie-là n'a absolument jamais été démontrée. Jamais. Plus grave, si vous voulez. Maintenant, je dirais qu'à la limite, ça devient un sketch. Ça prend des allures comiques, la réflexion sur l'économie mondiale. On est en train de présenter, par exemple, actuellement, Joe Biden comme faisant de l'innovation pratiquement aux États-Unis, en mettant en place des politiques qui vont accroître la fiscalité et qui vont, disons, limiter le revenu à partir d'un certain niveau de bénéfices et toutes ces choses-là. C'est-à-dire, dans les faits, de mettre en place des politiques keynésiennes. Mais le plus comique dans cette histoire-là,
c'est que ceux qui ont mis ces politiques au point datent de 1933, après le temps de Roosevelt, après la grande crise de 1930. Les États-Unis avaient fiscalisé jusqu'à 90% de fiscalité sur les plus hauts revenus, sur les plus hauts bénéfices. Donc, on est en train, dans les faits, de regarder comme des choses extraordinaires et nouvelles, des choses qui ont déjà existé. C'est-à-dire, le ruissellement n'a jamais existé, mais vous pouvez prendre non seulement les économies capitalistes traditionnelles, mais si vous prenez le capitalisme d'État, on pourrait dire le capitalisme d'État chinois actuellement, il y a un certain ruissellement qui se fait. C'est une réalité, c'est-à-dire il y a une certaine redistribution. Il est certain que les populations chinoises, d'une manière générale, ils ont quand même sorti 400 millions de personnes, voire 500 millions de la pauvreté extrême. Il y a une certaine redistribution qui se fait. Mais il y a une telle concentration qui est en train de se mettre en place qu'à un moment, quand on va arriver à un certain niveau, automatiquement, la machine va se bloquer. La machine va se bloquer parce que le problème qui existe, c'est le système capitaliste en lui-même. C'est-à-dire le ver est dans le fruit depuis la création de cette machine-là. Parce que, pour l'expliquer de manière simple, ce système-là, c'est quand vous avez 100, vous êtes obligé d'avoir 110, sinon celui qui a 105 va vous manger. C'est comme ça. Et quand vous allez avoir 110, vous êtes obligé d'avoir 115, sinon celui qui a 120 va vous manger. Donc c'est un système qui a un besoin de croissance permanente. Et regardez ce qui vient de se passer en France avec Veolia et Suez. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Il faut qu'ils se mangent les uns les autres. Il faut qu'ils arrivent à construire toujours plus gros. C'est-à-dire, il faut qu'ils arrivent à croître en permanence. C'est une dynamique capitaliste. Et ça me fait toujours sourire quand on me parle, disons, du côté social ou pas social de certains banquiers ou de certaines personnes qui ont des grosses fortunes et qui continuent à s'enrichir. C'est que ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter la machine. S'ils s'arrêtent, ils vont disparaître. Il faut qu'ils continuent. C'est la dynamique interne de la machine. Ça a toujours été comme ça, depuis sa création, et ça va continuer. Donc, penser qu'il va y avoir des retombées, certes, il y a eu le capitalisme, comme on l'appelle, capitalisme paternaliste, d'autres l'appellent le capitalisme rénant, dans certaines parties du XXe siècle, au moment où, disons, la redistribution a dû se mettre en place. Mais rappelez-vous qu'elle s'est mise en place, par exemple, vous prenez la période du Conseil national de la résistance, en 1946, là où ont été créées finalement les grandes institutions sociales de la France, la sécurité sociale et tout ça. Ça ne s'est mis en place que, faut pas, souvent on dit ça comme ça, oui, mais le CNR avait pu créer ces choses-là à ce moment-là, pourquoi on n'y arriverait pas maintenant? Parce qu'en 1945, le Parti communiste faisait 25 à 30% des voix. Ils sortaient de la résistance, ils étaient armés. Donc, les négociations n'étaient pas tout à fait les mêmes que maintenant. C'est-à-dire que c'était ça ou un risque de guerre civile. Soit on acceptait un certain nombre de choses sociales qui étaient demandées par les personnes, pas seulement du Parti communiste, d'ailleurs d'autres qui étaient autour, soit la situation allait se dégrader. Donc, une partie, disons, des gouvernants, de Gaulle et les autres, ont compris que finalement, il valait mieux aller dans le sens, disons, de céder sur ces parties-là. Mais je rappelle que la déconstruction de la sécurité sociale, par exemple, a commencé 6 ans après seulement, après qu'elle ait été mise en place. 6 ans après. C'est-à-dire que même quand la redistribution se fait, la machine ne peut pas s'empêcher de récupérer et de revenir encore à nouveau à tenter de croître et de continuer à prendre sur les travailleurs. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, le trickle-down, c'est pas demain qui va produire des effets miraculeux. Je n'y crois absolument pas. La question était de Madame Holzer. Je vous prie de m'excuser, je me suis trop trompée, je n'avais pas reconnu son nom. D'autres questions, n'hésitez pas, même alimenter la controverse. Moi, j'ai une question. Du coup, dans ce que vous dites, du coup, la croissance est une condition nécessaire au bon fonctionnement du système.
Alors moi, j'ai du mal à imaginer comment le monde... j'arrive pas à voir ce qui va se passer ou comment, du coup, on peut faire en sorte de décroître sans que ce soit une catastrophe en termes de... je sais pas. Non, je comprends bien votre question, c'est-à-dire la difficulté à se projeter. Je ne suis pas un économiste de la décroissance non plus, hein, c'est-à-dire la décroissance telle qu'elle est, encore une fois, propagée dans les médias de manière, dans certains livres, de manière, à mon avis, un peu caricaturale. Parler de décroissance d'un point de vue global, général, comme ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il y aura des secteurs qui vont devoir décroître, et il y en a d'autres qui vont croître. C'est une réalité. Si je prends par exemple, tout à l'heure il était dit que le bois est renouvelable, le charbon non. Oui, mais pourquoi vouloir employer du bois quand finalement on a la possibilité d'avoir d'autres parties qui soient moins, comme le solaire, comme bien d'autres choses, qui soient beaucoup plus renouvelables, disons, et moins dangereuses que le bois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut faire les analyses jusqu'au bout. Et dans ces parties-là, disons, il y a des parties, effectivement, sur les énergies renouvelables. Il y a nécessairement, disons, des parties qui vont croître. Il y a aussi, vous avez, disons, parler de décroissance, c'est toujours un problème parce que on peut arriver à avoir, si vous voulez, par exemple, par exemple, la production de biens, disons, pour la vie quotidienne. Je prends un exemple caricatural, machine à laver, tous ces machins-là, qui nous permettent d'avoir moins de pénibilité dans la vie. Ce qui est en place actuellement, c'est un système d'obsolescence programmée, comme on dit. C'est-à-dire, les appareils sont faits pour durer 4-5 ans, et de préférence moins, et tous ces éléments-là. On peut très bien avoir une croissance de la recherche, je dirais, pour avoir des outils plus performants que ceux-là, mais qui vont durer 20 ans. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça ne dure pas 20 ans pratiquement. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir des systèmes qui vont décroître et d'autres qui vont croître. Le problème, c'est où est-ce qu'on en est, disons, dans ce qui reste d'essentiel pour la vie. Et surtout, ne pas oublier, si vous voulez, moi je suis profondément choqué, par exemple, par la manière dont mon pays, mon peuple, comme on dit, vit ce Covid. Pour avoir vécu et avoir dirigé même des programmes internationaux sur la lutte contre le sida en Afrique, et après avoir côtoyé Ebola en Côte d'Ivoire. Je veux dire, l'attitude de 80% de la population mondiale actuellement, tout le monde ne vit pas comme les Européens ou les Américains. C'est de dire, bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent, les problèmes font partie de la vie. Bon, le sida nous tombe dessus, on va vivre avec le sida. Le sida a fait 50 millions de morts, quand même. Pratiquement. On parle beaucoup du Covid, mais quand on fait le bilan du sida, c'est quand même encore bien plus colossal. Donc si vous voulez, le problème il est un peu là, c'est-à-dire il faut à un moment qu'on regarde aussi dans nos manières de vivre. Qu'est-ce qui nous permet de vivre comme ça par rapport aux pays du Sud? Je vous donne un exemple. On mange du poisson, c'est très bien. Madagascar, le ministre de l'Agriculture, agriculture et comme on dit, production halieutique, me dit, Christian, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des ressources pour payer la formation des pêcheurs, des choses comme ça. Il dit, mais attends, le poisson est vendu à Madagascar à 100, enfin je prends une échelle comme ça, une échelle, hein. Il est vendu à 100, il est revendu à Marseille, il arrive à Marseille il est revendu à 1000, à la population française. Tu ne crois pas que Madagascar pourrait vendre son poisson à 500 et que vous pourriez payer finalement les... C'est pas acceptable. C'est-à-dire, si vous voulez, on a jusqu'à maintenant dans les pays du Nord une situation, disons, dans laquelle on bénéficie énormément des productions des pays du Sud. Les producteurs de cacao, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, reçoivent 7% du prix des tablettes de chocolat. 7%. Vous croyez que si demain matin, on double les 7% du producteur de cacao, on les fait passer à 15%, on va vivre beaucoup moins malheureux?
que moi, le soir, au lieu de manger 4 carrés de chocolat, j'en mange 3, je vais vivre beaucoup moins malheureux. Si vous voulez, quand on parle de décroissance et de croissance, c'est de regarder aussi quels sont les biens fondamentaux qu'on doit préserver. En France, actuellement, il manque plus d'1 million de logements, sans parler de tous ceux qui vivent dans des logements qui sont des passoires thermiques et toutes ces histoires-là. On ne peut pas dire que cette partie-là ne doit pas croître, c'est pas possible. Elle doit croître. Donc, pour moi, si vous voulez, dans les 20 ans qui viennent, pour vos générations, c'est surtout de regarder, d'une part, bon, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, et qu'est-ce qui vous permet de vivre correctement, assurer l'essentiel, assurer ce qu'on appelle les 15 besoins fondamentaux, grosso modo, pour vivre dans la dignité, mais que tout le monde ait accès à ces besoins fondamentaux, et non pas que ce soit quelques-uns. Parce que même en France, il est inacceptable qu'actuellement, on ait près de 10 millions de personnes qui vivent mal. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et bon, je ne vous parle pas des pays du Sud, où effectivement les échelles sont encore beaucoup plus importantes. Oui, je vois, mais justement, ça tombe un peu sur l'histoire de la croissance. En matière d'énergie, l'énergie la plus renouvelable est celle qui n'a pas été consommée, où plus personne ne nous incite aux économies d'énergie. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire on doit aussi avoir des économies d'énergie. Il y a des économies d'énergie qui sont possibles pour la plupart d'entre nous. Ça, c'est une réalité, il faut d'abord commencer par ça. Mais on peut aussi produire des énergies, parce qu'il y en a besoin. Les questions qui vous sont posées directement, c'est ça? Oui, je lis dans le chat à côté. Allez-y, répondez. Non, ça y est, je crois que j'ai répondu. S'il y en a d'autres, je vais bien répondre. Donc, je rebondis sur ce que disait Joséphine. En fait, le problème, c'est qu'elle, semble-t-il, c'est qu'elle ne voit pas que tout cela peut changer sur un temps relativement court. C'est des changements, elle les voit très loin. Comment arriver à susciter à entraîner pour que les choses aillent plus vite? Oui, vouloir aller toujours plus vite, c'est des maladies de nos sociétés. Je peux vous dire que, en tout cas, ce que j'ai vu au cours de mes pérégrinations, c'est que les changements brutaux, en général, n'ont pas beaucoup apporté de choses très, très importantes, positives. Je rappelle que entre autres, il faut relire la Révolution française et les années qui ont suivi. 80% pratiquement des mesures qui avaient été prises entre 89 et 93, 92 n'ont pas été appliquées. La Révolution de 48 est venue du fait que, effectivement, pratiquement rien n'avait été réalisé par rapport, ou très peu avait été réalisé par rapport à 89. Et 71, la Commune, était encore une démonstration. Pour moi, la Commune, par exemple, est une démonstration du grand basculement. C'est-à-dire, quand vous regardez le programme de la Commune, c'était un programme social et solidaire pour la totalité des êtres humains. Et le basculement s'est produit là. C'est-à-dire, on a préféré une république qui préserve effectivement le passé, en gros, et se retourne vers un système où il y avait des grands privilèges pour une certaine catégorie de population et que le reste était dans des situations difficiles. Et tout le siècle a continué comme ça. Donc, si vous voulez, l'idée d'une révolution, en plus, moi, je suis un pacifiste. C'est-à-dire, j'ai vu dans les pays du Sud trop de cadavres par terre dans des circonstances absolument épouvantables pour penser que les armes vont pouvoir résoudre quelque chose. Donc les révolutions armées, je dis toujours aux jeunes qui veulent parler de révolution armée, méfiez-vous quand même que les armes ne se retournent pas contre vous. C'est souvent ce qui s'est passé quand même. Donc de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Les groupes de jeunes avec lesquels je travaille, il y en a pas mal, je dis toujours, vous en avez pris pour 20 ans ou pour 30 ans pour changer une société, au minimum. Vous n'allez pas changer la société demain matin. Surtout que les gens ont peur du changement. C'est naturel. Tout être humain a envie que demain soit comme hier et demain un peu mieux.
mais n'a pas envie de tout bouleverser. La grande majorité des êtres humains, partout sur la Terre, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, n'a pas envie de voir un bouleversement de sa vie. Ça n'existe pas. Donc tabler là-dessus, à mon avis, est une grosse erreur. C'est ne pas tenir compte des leçons de l'histoire. Donc il faut travailler doucement, tranquillement, en ayant des objectifs clairs, en se disant on doit créer des sociétés inclusives, on doit reconstruire une démocratie de façon à faire que tout le monde y participe, de façon à ce que les systèmes économiques deviennent totalement transparents, que la totalité des êtres humains puissent avoir accès aux 15 services qui permettent de vivre dans la dignité, d'abord. Après, qu'il y en ait d'autres qui veulent gagner un peu plus d'argent, pourquoi pas, dans certaines limites, parce que je ne vois pas à quoi ça sert de laisser des gens avoir des folies, des masses colossales d'argent qui ne servent à rien finalement, si ce n'est de la spéculation sur le dos des autres. Donc voilà, je ne crois pas à des changements extrêmement radicaux, très, très rapides. Mais quand même, je trouve que il y a des... Et puis, il y a des initiatives qui marchent. Bon, ça serait beaucoup trop long, on pourra en reparler, mais il y a eu des expériences qui existent encore, comme Marina Leda en Espagne, par exemple, qui vit sur un système qui est complètement... avec un salaire pour tout le monde, pratiquement 1500 €, tout le monde est logé, tout le monde va à l'école, tout le monde... Et ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis 20 ans. C'est pas... Donc ça peut exister. Il y a des modèles comme ça. Mais le problème, c'est d'arriver à faire que la population, dans sa majorité, sorte un peu de sa léthargie. C'est-à-dire, sorte du fait de croire que... Mais les médias continuent à le faire croire que c'est tellement compliqué. Je reviens à cette histoire de l'économie. Avec un certificat d'études, on peut comprendre toute l'économie internationale sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais on continue à faire croire aux gens que c'est très compliqué. Des questions? Qu'avez-vous appris en Afrique sur Ebola et le sida qui n'a pas été appris et mis en œuvre dans la gestion du Covid par les gouvernements occidentaux? Ce qui n'a pas été mis en... C'est le problème même de la dynamique des sociétés occidentales. C'est-à-dire la déresponsabilisation des gens par rapport aux problèmes qui peuvent leur arriver. C'est de croire qu'un gouvernement, quelque part, qu'un illuminé, aussi illuminé soit-il, va pouvoir résoudre tous les problèmes de tout le monde. Qu'un conseil de défense qui se réunit à Paris peut décider finalement de tout ce qu'un peuple peut faire à l'échelle des communes, des villages. Moi, je reste persuadé que si on avait demandé à chacune commune de se réunir carrément sur une place publique ou dans une salle commune pour parler de ce qu'on pouvait faire sur cette maladie, les gens auraient beaucoup plus pris en charge dès le départ ce qui était en train de se passer, avec une information claire sur ce qu'on sait et être capable de dire ce qu'on ne sait pas. C'est là où il y a des gros problèmes aussi. C'est-à-dire de toujours faire croire qu'on sait tout sur tout, alors que moi je peux très bien comprendre que quand cette maladie a été découverte, on ne savait rien. Mais les mensonges, ça ne paie pas. Les mensonges de l'OMS sur le sida en Afrique. L'OMS a... par exemple, je prends le cas de l'Afrique. Quand je dirigeais des projets sur la Guinée-Bissau, qui était un véritable enfer dans l'enfer en plus. Vous aviez un système tout simple, nous on le voyait bien sur le terrain. C'est-à-dire que les personnes, le sida ne se transmettait pas seulement par des problèmes sexuels, il se transmettait aussi chez les coiffeurs, chez les gynécologues, chez les dentistes, partout où il y avait du sang qui pouvait être mis en contact. Jamais l'OMS ne parlait de ces problèmes-là. Jamais les programmes n'en ont parlé. Jamais on ne m'a dit à moi, qui était en Guinée-Bissau, écoutez, essayez de contacter finalement, ça c'était dans les années 2000, essayez de contacter les religieux pour les faire travailler ensemble. Or, les gens qui ont pu freiner finalement, c'est les congrégations, ce sont les musulmans, les imams, qui quand ils se sont mis de la partie, eux, effectivement, ont pu faire qu'il y a une information colossale qui a pu passer à travers tous les pays qui étaient concernés. Mais si vous voulez, c'est-à-dire c'est la culture qu'on a en Europe par rapport aux problèmes qui peuvent se produire. C'est-à-dire de considérer que les problèmes font partie de la vie
et qu'on doit s'atteler ensemble, tous ensemble, à les résoudre, et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir les résoudre pour nous. Un gouvernement, quel qu'il soit, d'ailleurs, de gauche, de droite, du centre, d'ailleurs c'est un peu pareil, mais bon, passons sur les détails. c'est ça. Puisque l'économie est facile à comprendre, pourquoi n'est-elle pas enseignée, à votre avis, dès le collège, comme la physique ou la biologie? C'est une excellente question. Je pourrais vous dire aussi pourquoi, par exemple, la nutrition qui permet de vivre en bonne santé n'est pas enseignée dès l'école primaire, par exemple. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi, par exemple, le fonctionnement d'une commune, le fonctionnement des administrations publiques n'est pas enseigné dès l'école primaire, et au moins en sixième au niveau du collège? Pourquoi, quand on sort de la formation fondamentale, comme on dit, à 16 ans, qui est censée d'avoir formé les gens pour la vie, n'est-on pas équipé pour comprendre comment fonctionne l'environnement politique et économique autour de nous? C'est littéralement scandaleux. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, sauf si on se dit que quelque part, l'école n'est pas peut-être faite pour que tout le monde comprenne tout et se prenne en charge. L'école est peut-être aussi, comme le disait Bourdieu, est établi dans le temps, mais d'autres l'ont dit après, c'est la reproduction d'un système. Donc, d'un système qui veille, disons, à se garder des parties sur lesquelles il ne sera pas remis en cause. Pourquoi, par exemple, quand on avait pratiquement 17% d'éducation freinée dans les années 70, qui était un système d'éducation qui permettait effectivement de former des élèves qui soient très ouverts sur l'extérieur, qui se prennent en charge et qui soient véritablement un système d'éducation épanouissant. Pourquoi, quand la gauche est passée en 81, elle n'a pas propulsé ce système, elle l'a au contraire cassé? On peut se poser beaucoup de questions. Mais c'est sûr que si on enseignait les bases de l'économie, le fonctionnement économique, qui encore une fois est très basique, hein, c'est très simple. On l'enseignait dès le CM1, CM2, et en particulier au collège, et qu'on l'enseigne de manière correcte, c'est-à-dire en montrant les différentes possibilités économiques, pas seulement l'économie mainstream avec l'obligation d'un système néolibéral, par exemple, mais apporter aussi les critiques de l'économie. Il est certain que si on avait des systèmes d'éducation et de formation comme cela, on aurait certainement une meilleure appropriation de leur vie de la part des êtres humains ensuite, et ils n'attendraient pas d'être gouvernés par le haut. Mais encore une fois, le système capitaliste est pyramidal. Il vit sur une pyramide qui s'est construite depuis le 19e siècle, enfin si on prend le capitalisme industriel, depuis le 19e siècle. Mais si vous remontez le capitalisme n'est pas né au 19e siècle, il existait bien avant. Je suis désolé pour mes collègues économistes qui disent que oui, on dirait que tout est arrivé au moment où il y avait Marx, ou juste avant ou juste après. Mais si vous prenez les empires, effectivement, les anciens empires, ils fonctionnaient sur des systèmes qui sont capitalistes, c'est-à-dire d'accumulation, de ponction d'un certain nombre de revenus sur ceux qui travaillent, pour construire finalement des richesses pour ceux qui étaient en haut de la pyramide. C'est un système, c'est-à-dire on ne pense pas, dans ce système-là, on ne pense pas à une société horizontale. On pense à une société qui est complètement hiérarchisée. Et l'école est un système, bon, j'ai fait d'autres conférences sur économie et éducation. L'école, je vous donne un exemple très simple. Au cours d'une conférence internationale à Rome, une fois, on m'a posé la question, mais Folio, puisque vous êtes en même temps économiste, vous êtes économiste à la banque, vous pouvez nous expliquer pourquoi l'économie libérale s'est propagée aussi rapidement? Bon, sur le coup, je suis resté sec, je n'ai pas su quoi répondre. Bon, comme d'habitude, je trouvais toujours des éléments de langage. Mais quand je suis retourné à Washington, cette question m'est trottée dans la tête pendant plusieurs mois.
Et finalement, en réfléchissant, je me suis dit d'ailleurs, et j'ai fait des analyses après, la reproduction, c'est simple, c'est l'école. Vous envoyez et j'ai envoyé mes enfants à l'école, à l'âge de 5 ans, ils apprennent qu'il faut être premier. Le premier doit écraser le deuxième, qui écrase le troisième, le 30e, il en a pris 29 sur la tête, lui. Et après, on va lui expliquer que la vie, finalement, c'est égalité, fraternité. Bon courage. C'est-à-dire, vous avez ça qui façonne, dès le départ, les êtres humains. Vous avez un système pyramidal qui se construit dès l'école primaire. Donc, automatiquement, les systèmes économiques qu'il y a derrière, et derrière, vous avez le système d'économie libérale, c'est quoi? C'est les premiers de cordée. Il faut être premier, et il faut que les autres derrière suivent. Bon, avec un peu de chance, il va y avoir un peu de ruissellement, en espérant que la source ne sera pas tarie. Et voilà. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour répondre à la personne qui posait la question tout à l'heure, comment on peut se voir dans 20 ans dans un autre type de société, il y a d'autres types de sociétés possibles et qui sont en train de se construire. C'est-à-dire ce sont des choses qui existent maintenant. L'économie sociale et solidaire fait actuellement 12% de l'économie française. C'est-à-dire c'est une économie beaucoup plus horizontale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences de 1 à 5 ou des histoires comme ça. Mais de 1 à 5 et de 1 à 400, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne donne pas tout à fait le même type de société. Donc il y a des outils, il y a beaucoup d'outils qui existent déjà. Oui, bon. Basée sur la conjonction de l'avènement simultané, de l'avènement de l'utilisation des énergies fossiles, dont on considère qu'elles n'ont pour coût que celui de l'extraction, la transformation, la distribution, et non du crédit énergétique que la Terre a stocké pour créer ces énergies fossiles. Grosso modo, on exploite une ressource qui est celle qui a été cumulée par l'arrivée d'énergie qui a permis la vie qui est morte, ça s'est transformé. Donc pendant plusieurs milliards d'années qu'on dépense, finalement depuis l'industrialisation avec l'apparition de la machine à vapeur, du charbon, puis de l'utilisation du pétrole, et en même temps donc de la magie qu'on vous fait croire, qui est celle du marketing, avec vous en avez besoin pour pouvoir justement soutenir cette croissance qui consomme de plus en plus de plastique. On a beau nous dire qu'il faut arrêter le plastique, et on en a toujours de plus en plus, et absolument surtout. Que ce soit le suremballage, que ce soit alors les objets publicitaires. En France, on en a moins. Enfin, vous allez dans tous les autres pays du monde, il y a des poubelles, vous avez vu en Afrique, que ce soit au Sénégal, que ce soit Madagascar, des potoirs de quantité de plastique. Ils vivent en x10, c'est ce qu'on a vécu nous dans les années 80 avant que ce soit interdit. Non, mais vous avez parfaitement raison. Maintenant, en Afrique, comme on dit, il y a des champs bleus. C'est-à-dire, il y a des champs, mais c'est vraiment des champs bleus, qui sont couverts de bouteilles de plastique, de trucs en plastique, qui sont... Non, le problème, c'est qu'effectivement, nos sociétés vivent et continuent à vivre de manière complètement extractive. Ce qui d'ailleurs, on en parle moins, mais quand vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, les guerres permanentes viennent uniquement, disons, que ce pays est fabuleusement riche et que finalement on continue à vouloir extraire à tout prix tout ce dont on a besoin, qui fait qu'il est en guerre permanente parce qu'il y a une concurrence sur les produits. Bon, la guerre qui est en train de se passer, qui est commencée sur l'histoire des terres rares, par exemple, et toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un des gros problèmes. C'est que nos sociétés sont restées sur l'idée qu'on pouvait extraire tout ce qu'on voulait de la planète, tout ce dont on avait besoin, ou qu'on prétendait avoir besoin. Maintenant, quand même, j'ai l'impression que là, pour revenir au début de ce qu'on disait, qu'une partie des jeunes, qui est de plus en plus importante, y compris dans les pays du Sud, se rend compte que l'extraction permanente, c'est pas possible. C'est pas possible, qu'il y a des limites, que d'une part, ça va devoir s'arrêter. L'attitude des Inuits, par exemple, la semaine dernière, qui a stupéfait un peu tout le monde, parce que personne ne s'attendait à ce que ce parti-là soit élu,
tout le monde était convaincu que ceux qui étaient pour l'extraction minière qui apparaissait comme nouvelle et possible et potentielle allaient avoir les votes de tout le monde. Et finalement, la communauté inuite a dit non, finalement, on ne veut pas ça, on ne veut plus. On ne veut pas, parce qu'on sait ce qui se passe ailleurs, on arrête. Donc ça, ce sont des exemples absolument remarquables. Ce qui s'est passé un peu au Costa Rica à un moment, disons, où ils ont dit, bon, finalement, on va prendre une économie sur une économie verte, comme on dit, quitte à toucher des subventions internationales relativement importantes, et même très importantes, plutôt que d'extraire ce qu'il y a chez nous. Bon, ce sont des choses qui sont malheureusement pas suffisamment divulguées dans les médias. Par exemple, ce qui s'est passé chez les Inuits n'a pas fait les grands titres de TF1, Antenne 2, BFM TV et machin. Ils n'ont pas fait des émissions spéciales là-dessus pour dire enfin, bon, voilà des gens qui comprennent le futur de la planète. Bon, et c'est ça un des gros problèmes. C'est-à-dire, par chance, je dirais maintenant, beaucoup de jeunes, il y a tout le côté négatif d'Internet et des informations tordues, de tout ce qu'on voudra. Mais il y a tout le côté positif. Beaucoup de jeunes s'informent aussi sur des réseaux maintenant sur lesquels ils ont toutes ces informations, effectivement. Et qui peuvent permettre, disons, que la conscience de la limite de ce qu'on peut extraire de nos sols, ça y est, on est proche. Il y a une dimension, si vous voulez, dont on ne parle pas souvent, parce qu'il y a toujours là-dessus des idées un peu tordues, quelquefois. C'est-à-dire, c'est l'histoire du nombre d'êtres humains qu'il y a sur la Terre. C'est bon. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai commencé à 80 et j'ai revu des villes que j'avais vues 30 ans plus tôt. Elles ont plus que doublé. Si vous prenez des villes comme Tombouctou, par exemple, où il y a tous les événements qui se sont passés, ces villes-là, elles ont fait plus qu'être multipliées par 5 ou par 8, sans changer les infrastructures. Vous prenez un pays comme le Burkina, j'ai eu des discussions avec le ministre de l'Agriculture du Burkina il y a quelques années, pour lui discuter, lui dire, mais attends, là actuellement, quand tu voyages dans le pays, il n'y a plus de terre disponible. Vous êtes 17 millions, vous allez être 35 millions dans 20 ans, puisque vous doublez tous les 20 ans. Comment tu vas nourrir le peuple? C'est-à-dire cet accroissement de population aussi continuel, il ne faut pas se faire d'illusions. Quelque part, il y a quand même des conséquences qui sont extrêmement importantes. Alors, on a les clés en plus, on les connaît. C'est-à-dire l'éducation des femmes et l'éducation des filles en particulier. C'est un des leviers majeurs. Et puis aussi, disons, avoir des services sociaux qui permettent de prendre en charge les personnes âgées. Ce sont les deux leviers essentiels dont on sait qu'ils ont un impact colossal sur, comme par exemple en Iran, sur la population. Les Nations Unies, les compagnies, les organisations internationales ne les utilisent pas. Très peu. Très peu. Donc c'est... Quand on dit, par exemple, les Chinois cherchent, oui c'est un scandale, les Chinois cherchent des terres partout, ils achètent des terres partout. Mais les Chinois, ils sont déjà en déficit de terre. Quand on prend la population chinoise, qui représente pratiquement quasiment 25% de la population mondiale, ces terres arables représentent à peine 10% des terres arabes mondiales. Et ils en perdent en permanence, en particulier par la dégradation du vent, l'éolien. Donc, on peut comprendre qu'ils cherchent des terres ailleurs, parce que sinon ils vont avoir des gros problèmes, effectivement. Donc, je pense que ce que vous dites est très important, c'est-à-dire le problème qui est posé, c'est de se dire qu'on va devoir arrêter une économie extractive de manière massive dans beaucoup de pays, et d'un autre côté, disons, on va devoir gérer les ressources agricoles, les terres arables d'une manière différente. Et la manière différente, c'est certainement pas la mécanisation en outrance et l'industrialisation comme en Bretagne ou comme ailleurs, hein, comme dans les plaines de la Beauce. C'est l'inverse. C'est le retour à une agriculture beaucoup plus, disons, utilisatrice de main-d'œuvre. D'ailleurs, ça crée des emplois.
et d'une agriculture qui est beaucoup plus, comment dire, en rotation de culture, avec tous ces systèmes-là qui permettent effectivement qu'il faut protéger le sol. Parce que si le sol ne se renouvelle pas, tout est perdu. Donc, c'est aussi une transformation, disons, ce sont des transformations extrêmement importantes, mais qui sont commencées dans beaucoup de pays. Hein, parce que quand même, les économistes agricoles dont j'ai été, moi je me suis battu pour avoir effectivement un appui aux petites exploitations familiales agricoles, en Afrique en particulier, puisque c'était là où je travaillais. Mais on n'a pas eu le soutien des grandes organisations internationales, au contraire même. C'était, à part le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, la plupart des autres organisations ne faisaient pas grand-chose. Donc ça, c'est quand même des choses. Et puis la situation se dégrade vite. Se dégrade très vite. La plupart des mouvements qu'il y a en Afrique actuellement sont dus essentiellement à des pressions sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de travail, les jeunes vont en ville, ils ne trouvent pas de travail, ils rentrent dans la délinquance, ils reviennent et ils s'arment pour faire partie de gangs. Parce qu'avec ça, avec une mitraillette, ils se trouvent finalement de quoi manger. C'est le processus qu'a subi Burkina, Côte d'Ivoire, que j'ai vécu, j'étais sur place. Donc, c'est une réalité. Est-ce que vous avez une autre question de Michel Bayard à propos des téléphones portables? Les téléphones portables. Ouais, voilà. Oui, je me demandais, même nous, voilà, sans être économiste, en étant juste des petits citoyens, voilà, on utilise plein de choses, on pille. Est-ce qu'on va être obligé de changer de vie? En gros, ma question, c'est ça. D'abord, bonjour, les économistes d'abord sont des petits citoyens et souvent que des petits citoyens et rien d'autre. Leur pensée économique est souvent très limitée. Bon, non, est-ce qu'on doit... c'est sûr qu'il y a des choses, de toute façon, qu'on va devoir regarder de manière un peu différente et utiliser certainement de manière un peu différente dans les années qui viennent. Mais je ne crois pas que le basculement va se faire... comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre. Vous savez, cette histoire du Covid, ça m'a fait rire, ça me fait encore rire jusqu'à maintenant. Oui, les jours d'après, tout le monde va se ruer pour essayer de vivre de la même façon qu'avant. Ça c'est, il y a 90 chances sur 5 que ça va se passer comme ça. Maintenant, c'est à chacun de nous de voir effectivement comment on peut se limiter, disons, dans un certain nombre de choses qui ne sont pas essentielles. Bon, les téléphones portables, le recyclage, il y a aussi, bon, il ne faut pas nier aussi que du côté, disons, des recherches techniques et technologiques, il peut y avoir beaucoup d'améliorations qui soient faites pour recycler une partie des matériels et effectivement faire qu'ils ne soient pas obsolètes. Parce qu'un téléphone portable aussi, pourquoi on est obligé de le changer tous les 2 ans? Est-ce qu'on a besoin de la 5G? L'histoire de la 5G, c'est même pas la question de qu'est-ce qu'on peut magouiller ou inventer derrière la 5G, plus ou moins conspirationniste ou autre, comme on voudra. La question toute bête, c'était de se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G? Pourquoi? Derrière la 5G, comme derrière la 4, il y a quand même... Qui a besoin de la 5G? Est-ce que la 2G était déjà, ou la 3 n'était pas déjà suffisante pour arriver à faire ce que 98% de la population a besoin de faire? Donc c'est un peu ça. Et puis, bon, même quand on regarde, disons, le marché des automobiles, est-ce qu'il y a besoin d'avoir toutes ces votes? Quand on regarde la fameuse histoire, enfin qui sont quand même des gros scandales, quand on regarde la fameuse histoire de de Volkswagen, avec le trafic sur les moteurs diesel, tous les ingénieurs qu'ils ont mis pour chercher sur cette histoire de trafiquer les moteurs diesel, ils auraient certainement pu les mettre, par exemple, pour faire des voitures moins chères ou moins consommatrices disons. Et puis pourquoi on a besoin de changer de modèle de voiture tous les ans? Il pourrait y avoir une loi mondiale qui dise, bon écoutez, vous changerez de voiture une fois tous les 10 ans, point, c'est tout, fini. C'est à la limite
Il vaudrait mieux ça que se remettre à avoir un cheval et une charrette, peut-être. Donc, à un moment, non, si vous voulez, c'est comique quelque part, c'est vrai, mais à un moment, les choix risquent bien de se poser comme ça. C'est-à-dire, on risque de bloquer, effectivement, définitivement, des possibilités de créer quelque chose. Oui. Bonjour. Bonjour, Dominique. Oui, est-ce que je pourrais poser une question? Donc, vous parlez à la fois de la nécessité de changer, vous nous avez tout à l'heure bien expliqué pourquoi les grandes entreprises sont dans une course infinie difficile à stopper. Et vous avez à un moment évoqué les aspects positifs d'Internet. Que pensez-vous, puisque les jeunes, à juste titre, se préoccupent de la transformation du monde, de l'utilisation d'Internet par des coalitions de consommateurs arriver en refusant justement soit de consommer des produits dont on aura pu étudier les effets néfastes, soit effectivement de décider collectivement de refuser l'obsolescence programmée, etc. Est-ce que vous pensez que cela peut jouer un rôle important économique mondial, ce genre d'action coalisée par Internet de consommateurs du monde entier? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Moi, je reste. Et là, c'est le bon côté d'Internet. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention quand on parle de décroissance et quand on parle de supprimer un certain nombre d'instruments. Je continue à penser, par exemple, si vous voulez, le fait que des gens qui produisent des choses de manière correcte puissent rentrer en contact avec des gens qui ont envie de consommer des choses qui sont produites de manière correcte, et qui ne sont pas nécessairement juste à côté de chez eux, mais qui ne sont pas nécessairement non plus très loin, c'est quand même des outils qui sont extrêmement importants. Et ne serait-ce aussi que la manière de pouvoir s'échanger, comment on produit ces choses de manière correcte, et comment on peut les consommer de manière correcte aussi. Donc c'est quand même des outils qu'il faut... Un exemple tout bête même, l'histoire de Yuka, le fameux truc sur l'application sur le téléphone, qui permet de voir si les produits sont nocifs dans les rayons des supermarchés ou pas. Bon, ce sont des choses qui sont extrêmement utiles et qui devraient être complètement généralisées d'ailleurs, de façon à obliger qu'on arrête de nous mettre dans les supermarchés 80% de choses qui portent atteinte à notre santé, quoi. Donc, il y a des coopératives de consommateurs de consommateurs et de producteurs qui se mettent en relation, qui peuvent permettre, disons, d'avoir effectivement des prix moins importants et qui éliminent un certain nombre d'intermédiaires qui n'arrêtent pas de faire des super bénéfices, quoi. Donc ça, je suis convaincu, vous avez raison, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir au contraire. Merci. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je pense qu'on va arrêter là. S'arrêter là. Merci, Folio, de nous avoir entretenu des problèmes d'économie et difficultés qui... Ah, une question, apparemment. Oui, pas de problème. Et plutôt une réflexion. Est-ce que... Eric, on ne vous entend pas. Oui, pourtant j'ai mis le micro. Bon. Je disais Allez, que allez-y, une question, mais qui vient de partir. Donc le jour où elle reviendra, je vous l'enverrai. Pardon. Ok. Pas de problème, mon mail est en bas de l'écrit de la conférence. Alors, moi, j'ai une remarque peut-être qui va ramener très en arrière par rapport aux agences de notation, par rapport au pays, au niveau de l'économie. Quand je vois ce qui s'est passé en Grèce, je me dis, bon, et j'ai entendu un petit peu ce matin sur France Culture, pour la France, on commençait à se dire, mais l'agence de notation, comment va se... de la France. Votre question est intéressante. Ça demanderait peut-être un long débat, mais juste en quelques mots. Les agences de notation, qu'est-ce que c'est? C'est un véritable scandale. C'est un scandale mondial, cette histoire-là.
ce sont des institutions privées. Ce sont des institutions privées. Elles ne sont pas des institutions des Nations Unies ou des institutions, disons, ce sont des institutions privées et qui fonctionnent uniquement, disons, au gré de ce que veulent les marchés, comme on dit, d'une façon ou d'une autre. Ce qui s'est passé sur la Grèce est un peu plus compliqué, si vous voulez, parce que c'est pas seulement ce qui est arrivé à la Grèce, c'est pas les agences de notation qui ont coincé la Grèce. Dans les faits, ceux qui ont coincé la Grèce, c'est le fameux ministre c'est les ordolibéraux de l'Allemagne, les économistes ordolibéraux, comme on les appelle, qui avaient une obsession terrible sur la Grèce, c'était de faire que surtout on leur enlève l'idée de ne pas rembourser leurs dettes. Alors c'est assez comique quand on voit la situation dans laquelle on est maintenant, parce que tout le monde sait que maintenant plus personne ne pourra rembourser les dettes. Ça c'est sûr, on ne pourra pas les rembourser. Mais si vous voulez, à ce moment-là, ils ont pris l'exemple de la Grèce, ils voulaient en faire un exemple. Ils l'ont clos au pilori, et quand Varoufakis a voulu, d'une certaine façon, disons, s'extraire du système dans lequel ils l'avaient piégé, ils avaient piégé la Grèce, il a envisagé de faire une monnaie parallèle. Et c'est là, quand il a voulu faire la monnaie parallèle, à mon avis, c'est là où ils ont pris immédiatement la décision de le faire sortir et de coincer définitivement la Grèce. Parce qu'ils avaient vraiment peur que finalement, à ce moment-là, la Grèce donne un exemple de création d'une monnaie parallèle, comme on peut le faire actuellement en France, par exemple. On pourrait le faire, créer une monnaie parallèle pour effectivement tout ce qui concerne les dépenses concernant une transition écologique. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut créer une monnaie sans aucun problème. Il suffit d'être d'accord. D'ailleurs, actuellement, la monnaie, ça se crée comme on veut. Vous avez bien vu. 500 milliards, 5000 milliards, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, les agences de notation, c'est véritablement un poison actuellement dans l'économie mondiale et qui fonctionne. Ça, c'est une entente entre les grands, comment ça s'appelle, les grands groupes financiers mondiaux qui effectivement s'arrangent pour faire que les notes sortent d'un certain côté ou d'un autre. Ce sont des instruments qui devraient être supprimés, ça, dans une économie à venir. Voilà. C'est immoral, si je comprends. C'est immoral. Parler d'éthique, c'est immoral. Oui, c'est totalement. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le système économique est immoral. Alors étant lui-même un système économique immoral, puisqu'il considère qu'il a le droit de hiérarchiser les êtres humains. En gros, c'est ça. Le système économique actuel hiérarchise les êtres humains, et vous avez, parce que même quand on parle de méritocratie, pourquoi est-ce que quelqu'un doit être plus payé au mérite, finalement? Parce que le pauvre gars qui était à côté, lui, il n'est pas arrivé, il avait des difficultés au départ, un environnement social ou économique qui ne lui a pas permis d'y arriver, donc lui, il est condamné, alors que l'autre, parce qu'il avait l'environnement social et économique lui permettant d'arriver, lui, il est plus payé. Donc, déjà, au départ, si vous voulez, la structure du système est immorale, et ne peut pas fonctionner en dehors de l'immoralité. C'est-à-dire, pour moi, il y a une aberration de vouloir hiérarchiser des êtres humains. On n'a pas le droit. D'où vient de là? Mais bon, ça pourrait être une discussion beaucoup plus longue sur l'économie. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Bon, pas d'autres interventions. Donc on va remercier donc Christian Folliot. Nous mettrons sa conférence sur le blog, les sites que vous avez conseillés ou suggérés, ils seront également. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez. Ça sera plus facile à lire, comme ça que quand moi je l'ai lu devant l'ordinateur, et ça devait pas être facile à écouter. C'était long. Effectivement, d'avoir un discours que l'on veut structurer sans support, effectivement. Oui. Bon, bien, merci à tous. Peut-être que vous pouvez rouvrir.